Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous raconter une incroyable histoire qui pose la question de l'identité. Cynthia Ann Parker est née le 28 octobre 1827 dans l'État de l'Illinois aux États-Unis. Ses parents s'appellent Silas et Lucy. En 1830 naît son petit frère John. En 1832, son oncle Daniel, qui est pasteur, obtient l'autorisation de créer une congrégation baptiste au Texas et il décide d'emmener avec lui toute la famille. Forcément, on peut penser que pour une enfant aussi jeune que Cynthia Ann, ça devait pas toujours être très facile. De l'Illinois au Texas, les membres de la famille Parker ont parcouru 16 à 20 miles par jour. Ils se nourrissaient de dindes ou de pigeons, ils chassaient l'antilope et le soir ils pêchaient dans les ruisseaux. Le dimanche, ils lisaient les Écritures, ils se consacraient à la religion. Enfin, ils finissent par s'arrêter et ils construisent Fort Parker, un ensemble de cabanes près de la rivière Navasota. Comme ils sont proches des territoires amérindiens, ils doivent être hyper vigilants sur leur sécurité. Autour de leur maison de Fort Parker, ils ont construit une sorte de barricade avec des rondins de bois. Les rondins de bois ne sont pas espacés pour que les Indiens ne puissent pas y lancer leurs flèches. Les bouts des rondins sont taillés en pointe pour que les Indiens ne puissent pas escalader. Les hommes ont toujours des armes accrochées au mur et les conditions sont plutôt rustiques. Il y a très peu de meubles hormis des tables et des tabourets. Les maisons font 6 mètres sur 3, mais la communauté s'organise progressivement. Il y a le grand-père, John Parker, surnommé John l'Ancien, 3 de ses fils avec leurs femmes et leurs enfants, mais aussi 2 petites filles qui sont adultes et qui sont mariées et qui sont aussi venues avec leurs enfants. Quelques personnes extérieures à la famille viennent se rajouter. En tout, ce sont 44 personnes qui habitent à Fort Parker. Les femmes font la cuisine et les hommes vont travailler dans les champs à côté. Ils chassent le bison, mais ils font aussi pousser du maïs ou des haricots. Au même moment, le Texas prend son indépendance du Mexique et appelle les États-Unis à l'aide. 2 des oncles de Cynthia Ann vont combattre pour l'indépendance du Texas. En 1836, le Texas devient une république indépendante et ses 2 oncles rentrent chez eux. On ne sait pas grand-chose sur la petite enfance de Cynthia Ann, si ce n'est qu'elle devait probablement être heureuse et plutôt bien entourée. En plus de son frère John, elle a aussi un autre petit frère, Silas Jr., et une petite sœur, Orlena. Le 19 mai 1836, il est 9h du soir, quand les membres de la famille Parker entendent des cris et ils voient qu'ils sont entourés par plusieurs Indiens, plusieurs centaines d'Indiens, à la fois des Comanches et des Kiowa. Selon les sources, les Indiens seraient entre 300 à 700 personnes. Or, chez les Parker, il n'y a que 6 hommes dont un vieillard. Il y a 10 femmes et une quinzaine d'enfants. Au début, les Indiens n'ont pas l'air très agressifs. Ils demandent juste un lieu où ils pourraient camper. Le jeune oncle de Cynthia Ann, Benjamin, décide d'aller leur parler. Il est tout de suite encerclé et tué sur le champ. C'est un véritable massacre. Le père et le grand-père de Cynthia Ann sont tous les 2 tués. La mère réussit à s'échapper, mais les Indiens prennent en otage Cynthia Ann et son frère John et lui laissent seulement ses 2 enfants les plus jeunes. Cynthia Ann est donc emmenée loin de sa famille et on peut imaginer qu'elle est profondément traumatisée. Très vite, elle est séparée de son frère. On ne sait pas vraiment très bien ce que John est devenu. Selon certaines sources, il aurait été adopté par une famille amérindienne et à l'âge adulte, il serait tombé amoureux d'une Mexicaine et serait parti vivre au Mexique, mais rien n'est vraiment très sûr. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est Cynthia Ann. Cynthia Ann reçoit un nouveau prénom, elle est désormais appelée Nadua, et elle est pratiquement adoptée par les Indiens. Elle apprend leurs coutumes, elle apprend leur langue. On n'en entend plus trop parler, mais 4 ans plus tard, le colonel Williams, un marchand appelé Monsieur Swat, et Jack Henry, un guide amérindien originaire du Delaware, rencontre une tribu indienne dirigée par Paoka. Et là, il voit une jeune fille blanche parmi les Amérindiens. Il pense que c'est Cynthia Ann et ils essayent de lui poser des questions, mais Cynthia Ann reste muette. Il propose aussi une rançon au chef indien
et en échange, il pourrait ramener Cynthia Ann à sa famille. Mais le chef indien refuse, il dit qu'il n'échangerait Cynthia Ann contre rien au monde. En 1840, un accord de paix est conclu entre les tribus Comanches et les Texans. 25 enfants qui étaient captifs sont libérés, mais Cynthia Ann n'est pas libérée et on pense qu'elle n'est plus vraiment considérée comme blanche, mais comme Comanche. On ne sait pas grand-chose sur la vie de Cynthia Ann parmi les Amérindiens. À l'âge adulte, elle épouse un chef amérindien appelé Peta Nocona. Elle devait probablement l'aimer. Ensemble, ils auront 3 enfants, 2 garçons, Cana et Pecos, aussi surnommés Cacahuète, ainsi qu'une fille, Tupasana, appelée aussi Fleur des Prairies. Le temps passe, Cynthia Ann a maintenant 33 ans. Un jour, des chasseurs blancs et quelques anciens amis de sa famille la reconnaissent parmi les Amérindiens. Ils essayent de la convaincre de revenir habiter parmi eux. Mais Cynthia Ann secoue la tête d'un air triste. Elle leur explique qu'elle a un mari, qu'elle a des enfants, qu'elle ne peut pas les abandonner. Elle est véritablement devenue une Amérindienne parmi les Amérindiens. En 1860 a lieu la bataille de la Peace River. Les Texans prennent le dessus. Peta Nocona, le mari de Cynthia Ann, préfère la mort à l'esclavage et il est tué. Cynthia Ann et sa fille, qui a alors 2 ans, sont capturées. Le capitaine Ross, surpris, remarque alors cette femme qui est habillée comme une Amérindienne, qui a le teint légèrement hâlé, mais qui a des yeux bleus et des cheveux blonds. Il se rappelle alors l'histoire du massacre de Fort Parker, qui avait eu lieu près de 34 ans plus tôt. Il se dit ce serait peut-être Cynthia Ann. Cynthia Ann est vraiment bouleversée, elle n'arrête pas de pleurer, elle n'a pas de nouvelles de ses 2 fils, et elle a peur que ses fils aient été tués par les Blancs. Mais l'interprète mexicain la rassure, il lui dit qu'on n'a tué aucun enfant indien. Peu à peu, elle se calme. Le capitaine Ross envoie chercher Isaac Parker, l'un des oncles de Cynthia Ann encore en vie. Isaac essaye de la remuer un peu, de lui poser des questions sur ses parents, sur ses frères et sœurs, mais c'est comme si Cynthia Ann ne se souvenait de rien, et Isaac a même des doutes, il se demande si c'est bien sa nièce, mais à un moment Cynthia Ann finit par reconnaître son prénom. Isaac décide de devenir son tuteur. Il emmène Cynthia Ann et sa fille chez lui à Birdville. Là, il essaye un peu de l'éduquer, de l'habiller avec des vêtements européens. Peu à peu, Cynthia Ann réapprend la langue anglaise. Un jour, son oncle l'emmène à Austin visiter la Chambre des représentants du Texas. Cynthia Ann prend peur, elle croit que c'est un conseil comme les conseils indiens qui décident si elle va mourir ou non, mais les gens la rassurent et lui expliquent que c'est juste le conseil des représentants. Cynthia Ann se calme. En revanche, elle est très malheureuse chez son oncle. Elle tente plusieurs fois de fuguer, de prendre un cheval et de s'enfuir. Elle parle beaucoup de ses 2 fils qu'elle a plus ou moins abandonnés et qui sont restés chez les Amérindiens. Sa petite fille, Fleur des Prairies, est rebaptisée et appelée Texan, je sais pas vraiment comment ça se prononce. Cynthia Ann reçoit aussi une pension de l'État du Texas, $100 pendant 5 ans pour subvenir à ses besoins et pourvoir à l'éducation de sa fille. Elle reçoit aussi une terre qu'elle va pouvoir exploiter. Cynthia Ann, qui a déjà dû laisser derrière elle ses 2 fils, sombre de plus en plus dans la dépression. Isaac ne peut plus vraiment s'occuper d'elle et il décide qu'elle aura un nouveau tuteur, Silas, son jeune frère qui a survécu au massacre. Cynthia Ann n'a qu'un seul espoir, retrouver ses 2 fils. En 1861, la guerre de sécession éclate. Les femmes sont mobilisées dans la guerre, notamment pour coudre des uniformes dans les métiers du tissu, et Cynthia y trouve une certaine habileté. Elle savait manier une hache aussi bien qu'un homme et aimait travailler. Elle détestait les paresseux. Elle était experte dans le tannage des peaux, avec les poils, le tressage ou le tricotage de cordes ou de fouets. Elle prenait un couteau et se tailladait la poitrine jusqu'au sang, puis mettait le sang sur du tabac, le brûlait et pleurait ses fils perdus. C'était une femme de bon cœur, toujours prête à aider les autres. Lors d'une visite à Fort Worth, un photographe insiste pour la prendre en photo. Cynthia Ann accepte.
Elle est prise en photo avec sa petite fille. C'est pratiquement la seule photo que l'on a d'elle. Quelque temps après, la petite Fleur des Prairies décède d'une forte fièvre. Cynthia Ann a le cœur brisé. Elle espérait vraiment retrouver ses 2 fils une fois que la guerre de sécession serait finie, mais elle décède en 1864, avant la fin de la guerre. Selon les sources, elle serait morte soit de la grippe, soit d'une crise cardiaque. Elle est enterrée à Anderson County, au Texas. Mais alors, qu'est-il advenu de ses 2 fils? Alors, Pecos, celui qu'on surnommait Cacahuète, il est malheureusement décédé dans les plaines. Il n'a pas pu atteindre l'âge adulte. L'autre, Cana, il a survécu et grâce à sa bravoure, il est devenu chef Comanche. Il servait d'intermédiaire entre les Amérindiens et les Blancs parce qu'il parlait bien anglais. Il est décrit comme un bel homme qui portait un costume, un foulard et un chapeau à l'européenne, mais qui gardait ses longs cheveux tressés à la mode amérindienne. Il va essayer de retrouver la famille de sa mère, il va discuter avec une cousine. En 1910, il va aussi récupérer le corps de Cynthia Ann pour le faire enterrer dans la réserve amérindienne. Il voyage à travers tous les États-Unis, il se rend à New Orleans, à Washington, à Chicago. Il devient membre de la cour indienne, mais il se rapproche aussi de la culture de sa mère. Il envoie une de ses filles dans une école blanche. Un de ses fils devient pasteur méthodiste, mais il a quelques petits problèmes. Il ne s'habitue pas à la vie moderne. Il a failli mourir parce qu'il a oublié d'éteindre le gaz, et cela a coûté la vie à un de ses amis amérindiens. À son enterrement, il y avait à la fois des rites traditionnels amérindiens, mais aussi un ministre du culte ménonite. Donc l'histoire de Cynthia Ann est plutôt triste. En fait, elle a été arrachée à sa famille une première fois alors qu'elle n'était qu'une enfant, et ensuite elle a de nouveau dû quitter sa famille amérindienne. Elle était blanche, mais elle avait été adoptée par les Comanches. Et elle était un peu entre les deux. Dans les récits que j'ai lus, les gens mettent surtout en cause les Amérindiens. Ils comparent les Amérindiens à des sauvages, à des Ismaélites. Mais en fait, ça pose aussi la question de qu'est-ce que l'identité? Et Cynthia Ann, finalement, qui était blanche, qui avait grandi dans une famille blanche américaine, est devenue une Comanche. En 2016, le président américain Joe Biden a signé une déclaration sur les droits des autochtones pour une meilleure reconnaissance des Amérindiens aux États-Unis et pour lutter contre les discriminations envers les Amérindiens. Mais il y a toujours de grosses inégalités. Environ 5000 femmes amérindiennes disparaissent chaque année aux États-Unis, mais ces disparitions ne sont pas vraiment prises au sérieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.